Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. C'est la guerre en Europe, dans son flanc ouest entre la Russie et l'Ukraine. Le 24 février dernier, Vladimir Poutine lance son armée dans ce qu'il a appelé une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine, pour reprendre ses propos. Et depuis ce 24 février, la guerre bat son plein en Ukraine sur plusieurs fronts. Au sud à partir de la Crimée, à l'est dans le Donbass et au nord depuis la Biélorussie. Immédiatement après, les pays occidentaux en Europe et en Amérique du Nord essentiellement abattent une pluie de sanctions sur la Russie, des sanctions surtout économiques et financières, mais qui s'élargissent à la sphère privée avec le retrait de nombre de grandes enseignes du territoire russe. Depuis 15 jours donc, c'est à une confrontation multidimensionnelle que le monde assiste. La guerre militaire sur le terrain, opposant l'armée russe à celle d'Ukraine, une guerre économique tout aussi féroce, une guerre informationnelle avec chacun des protagonistes qui apporte et révèle sa vérité sur les médias classiques, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et on dit qu'une guerre cybernétique est déjà enclenchée à l'ONU. Le Conseil de sécurité n'a pu se prononcer en raison du veto de Moscou, membre permanent, mais un vote, s'est tenu au niveau de l'Assemblée générale, avec 141 pays qui ont voté pour la condamnation, 5 contre, 35 s'étant abstenus, pendant que 12 États, dont le Maroc, ont décidé de ne pas participer au vote. Et dans ce conflit, comme dans tant d'autres, les éternelles et habituelles victimes sont les populations civiles, prises dans l'étau d'acier des deux armées. Les Ukrainiens sont déjà près de 3 millions à avoir quitté leur foyer pour chercher refuge dans les pays de l'Union européenne, sans compter les déplacés internes qui vont majoritairement vers la partie occidentale de l'Ukraine où les combats sont de moindre intensité. Nous allons donc avec nos invités essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine, quelles sont les positions des Européens sur ce conflit, quelle est l'ampleur et les conséquences prévisibles des sanctions et comment sera dessiné le futur des relations internationales quand les armes se seront tues. Avec nos invités, donc, nous allons parler de tout ça. Ali El-Harichi, vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université Mondiapolis. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, M. Boussa. Hassan Saoud, colonel Hassan Saoud, vous êtes officier en retraite, officier supérieur en retraite de la gendarmerie royale et vous êtes expert en stratégie et en sécurité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je commence par vous, Hassan Saoud. Pourquoi, selon vous, Vladimir Poutine a décidé ce 24 février de déclencher ce conflit armé en Ukraine? L'Ukraine que les Russes appellent la Petite Russie. La Petite Russie, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Eh bien, il faut dire que ce 24 février fait suite évidemment à tout le travail de préparation. Et on a vu qu'il y avait tout un ensemble de manœuvres à la frontière ukrainienne avant cette décision. Et qu'entre-temps, il y avait des négociations où le président Poutine a émis des propositions pour mettre fin à ce différend, notamment ce qu'il a appelé les garanties de sécurité. La réponse, de son point de vue, n'a pas été à la hauteur de sa demande. Eh bien, il a décidé d'envahir l'Ukraine au moment où il était prêt. Et donc, c'était une guerre un peu globale sur ce pays voisin parce qu'il a allié ce qu'on appelle la guerre physique à une guerre évidemment cybernétique, informationnelle et certainement faite pour influencer aussi l'armée ukrainienne. Et donc, il a fait une invasion sur 3 fronts. Front sud, qui me paraît le plus important, à partir de la Crimée qu'il avait annexée en 2014, faut-il le rappeler. Et essayant de faire une jonction avec les séparatistes du Donbass, le Donetsk et le Louhansk, pour lui permettre de faciliter l'accès vers la capitale dans un second temps. Puis il y a eu l'attaque à partir de la frontière russe, c'est-à-dire à l'est, sur Kharkiv, et une autre du côté de la Biélorussie. Donc c'est une invasion globalement géographique et dans ses multiples dimensions. Pourquoi ? Parce qu'il avait l'intention évidemment de neutraliser toute la capacité. Alors, si vous permettez, colonel Hassan Saoud, on reviendra sur les buts de guerre.
d'une manière plus précise tout à l'heure. On reste sur d'abord les motifs. Je voudrais vous poser la même question à Al-Harichi. Selon vous, les motifs. Donc, qu'est-ce qui a fait que cette guerre a été déclenchée? Le colonel Saoud a expliqué donc une partie de pourquoi, quelles sont les raisons profondes, que ce soit de celle de Vladimir Poutine ou d'autres, enfin, son armée, son système. D'après vous, quelles sont ces raisons? En fait, il faut dire que cette guerre, cette invasion donc, de la Russie qui a été faite par la Russie à l'Ukraine, c'est une longue histoire. En fait, c'est une longue histoire qui s'écrit sur plusieurs temps. Sur plusieurs temps, donc des relations internationales et sur plusieurs temps depuis, on va dire, le démantèlement de l'ex-URSS. Donc, depuis le démantèlement de la Russie, il y a eu, enfin de l'Union soviétique, il y a eu une grande perte de beaucoup d'États qui étaient sous le giron donc, du bloc communiste ou du bloc socialiste, si vous voulez. Ce qui a constitué après la communauté des États indépendants, la CEI. Tout à fait. Et ce qu'on parfois on oublie, parce qu'avec le démantèlement de l'Union soviétique, on croyait que la Russie allait disparaître ou allait devenir un petit État ou une petite puissance. Mais la Russie est un empire. C'est pour cela que j'ai dit que ça s'écrit sur plusieurs histoires. C'est vrai, il a ressuscité, la Russie a ressuscité avec son président, surtout donc, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine. Et puis depuis ce temps-là, donc c'est ce qu'on appelait la zone d'influence ou le voisinage proche. L'étranger proche. Ou l'étranger proche. Donc pour Poutine, il a essayé de récupérer une certaine partie ou récupérer sa zone d'influence. Et pour lui, l'Ukraine est une zone tampon. C'est-à-dire, si l'Ukraine intègre l'OTAN, pour lui, il perd sa zone tampon qui lui permet d'avoir, c'est-à-dire, comme il le dit, une sécurité par rapport à ses frontières. Donc, ça n'a pas commencé avec l'Ukraine et ça n'a pas commencé donc en 2022, comme vous le savez. C'est en Géorgie. Donc, en 2008, déjà, il a fait la même chose. Il a fait la guerre à la Géorgie. Il y avait deux États qu'il a déclarés indépendants, donc l'Ossétie et le Karabakh. En 2014, l'Abkhazie. En 2014, il va annexer, comme a dit notre colonel-major, la Crimée. Il va l'annexer. Et en même temps, toute la frontière, c'est-à-dire qui sépare entre la Russie et l'Ukraine, devient une zone, plus ou moins une zone de guerre, si vous voulez, ou une zone où la Russie, il voulait vraiment mettre l'Ukraine en difficulté. Et puis, ce qui s'est passé en 2022, exactement ce 24 février, c'est la même chose que ce qui s'est passé en 2008, mais cette fois-ci, il a reconnu ces deux États, donc les deux États indépendants, mais en même temps, il a fait la guerre après. Bon, la guerre, c'est pour essayer de démilitariser l'Ukraine et d'essayer de faire de l'Ukraine vraiment de repousser, si vous voulez, cette zone d'influence qui vient de l'autre côté. Une sorte de finlandisation, comme on appelle ça, c'est-à-dire une neutralité absolue par rapport à l'un ou l'autre des deux blocs. En fait, c'est un peu ça. Parce que tout le monde, on savait que... Moi, je ne crois pas à la guerre totale, c'est-à-dire la guerre vraiment qu'il y aurait entre l'Occident et la Russie. Mais lui, il a essayé, donc, c'est une zone, c'est un problème local, mais dont les influences sont internationaux. C'est-à-dire les conséquences sur le monde entier. Le monde est touché, quels que soient les pays, que ce soit l'Occident, que ce soit les pays de l'Afrique ou de l'Asie ou autres. Donc, c'est une neutralisation. Il a essayé de neutraliser l'Ukraine parce qu'il est en train de jouer aux échecs. C'est un échiquier politique et il est en train de calculer ses coûts. On en parlera tout à l'heure sur les autres raisons. Dans le détail tout à l'heure. On continue donc sur les motifs. Colonel Saoud, en 91, après l'effondrement de l'URSS, l'OTAN se serait engagé, les pays de l'OTAN, le bloc occidental se serait engagé à ne pas se rapprocher justement de cet étranger proche de Poutine et de pousser l'OTAN vers l'Est. L'OTAN ne reconnaît pas ça en disant qu'il n'y a pas eu d'engagement signé, mais il y a eu des déclarations faites entre responsables. Alors, quand on voit les cartes, on voit quand même que l'OTAN s'est élargie vers l'Est. La Pologne est entrée à l'OTAN. Les pays baltes qui sont à quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg sont dans l'OTAN et d'autres pays encore. Pourquoi, d'après vous, il y a eu cet élargissement quand même de l'OTAN, alors qu'ils pouvaient garder une Russie amicale, on va dire? Eh bien, d'abord, l'OTAN, paraît-il, n'a pas pris ses engagements. Peut-être que c'était
Becker et Gorbatchev qui en avaient discuté, mais visiblement, il n'y a pas de document. Ça, c'est... Mais il faut signaler une phase très importante. C'est après la désagrégation de l'URSS, il y a eu cette phase unipolaire, sous leadership américain, où l'Europe, bon an, mal an, a suivi et qui consistait évidemment à croire, parce que, et là je pense à mon humble avis que c'est une erreur occidentale, parce qu'ils se sont dit l'URSS, avec ce démantèlement, ne pourra pas se reconstituer avant 50 ans. Là, le président Poutine a divisé le temps par deux. Pourquoi ? Parce que depuis qu'il était au pouvoir, il a tablé sur un regain d'influence parce qu'il n'a jamais admis, premièrement, l'humiliation et deuxièmement, une trahison. La plus grande catastrophe du XXe siècle. Il a dit comme ça. Oublions la guerre mondiale et il avait dit, d'ailleurs, celui qui pense à l'URSS n'a pas de tête, mais celui qui n'y pense pas n'a pas de cœur. Cela veut dire quoi ? Je passerai à autre chose. Et c'est comme ça que le processus dont tu as parlé, c'est allé, s'est enclenché. La Tchétchénie, qui avait ses velléités d'indépendance, et puis il ne faut pas oublier qu'il a mis aussi son cheval de Troie en Moldavie, la Transnistrie. Transnistrie, oui. Et la Transnistrie a été un petit pays qui a 10 km de large. Excusez-moi, je vous coupe, colonel. Il n'y a pas eu d'engagement écrit de l'OTAN. Certes, parce qu'il n'y a pas d'engagement écrit dans les archives diplomatiques, mais il y a eu des déclarations qui ont été reconnues par certaines personnes, dont l'ancien ministre Genscher, l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand Genscher. Mais de l'autre côté, il y a eu une signature par la Russie d'un traité, d'un accord reconnaissant la souveraineté des États dans leurs alliances, dans le choix de leurs alliances. Oui, ben, vous savez, les promesses en géopolitique comme en politique n'engagent que ceux qui les croient. Comme partout. Et donc, comme partout. Et donc, la faiblesse de la nouvelle Russie a donné, évidemment, surtout les Américains, d'élargir. Et valeur aujourd'hui, on est à 30 membres dans l'OTAN. Il y en a encore avec des velléités de vouloir les rejoindre cette organisation, sauf que, évidemment, l'Ukraine est existentielle pour le président Poutine. Parce qu'il y a beaucoup de relations, des relations consanguines, des mariages, c'est la Russie, c'est la culture russe, c'est la grande civilisation russe, l'Ukraine. Absolument. C'est ce qu'on dit. Même s'il y a des gens qui disent que la civilisation ukrainienne est beaucoup plus vieille que la civilisation russe, mais c'est un autre débat. Bon, on sait par exemple, le prince Vladimir avait été intronisé à la fin du premier millénaire, et que c'était l'ancêtre enfin, des tsars russes. Et donc, l'Ukraine était une ligne rouge. Et le président Poutine ne badine pas avec les lignes rouges. Et c'est comme ça qu'après ces tractations, et je vous l'avais dit avant, je vous avais dit qu'il irait jusqu'au bout, c'est un jusqu'au boutiste. Et là, maintenant, il a fait une guerre d'attrition terrible. Il a diminué toute la capacité, aussi bien de défense antiaérienne, la destruction des aéroports militaires, et évidemment l'encerclement de certaines villes et de certaines provinces, sauf que je pense qu'il a buté sur ce combat urbain. Alors aujourd'hui, je pense que c'est Odessa qui a été un peu prise, Kherson a été prise en entier, de dire même des Ukrainiens. Les autres villes ont résisté. Mariupol, qui est au cœur du Donbass, résiste encore. Kharkiv résiste. Et évidemment, je pense qu'il s'est avéré que ce qui devait être une promenade de santé est devenu un vrai bourbier pour la Fédération de Russie. Et nous apprends aujourd'hui que le président Poutine a demandé aux armées de faciliter l'envoi de combattants volontaires en Ukraine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 180 000 déjà engagés s'avèrent insuffisants. Il semblerait, à vous entendre, colonel, que l'erreur, si on peut appeler ça une erreur,
du président russe est d'avoir sous-estimé la capacité De résistance. alors que son propre pays, comme on dit que les Ukrainiens sont des Russes de culture, ils vont réagir comme les Russes ont réagi à chaque fois qu'ils ont attaqué à travers l'histoire par les armées hitlériennes, par les armées napoléoniennes. Il a peut-être sous-estimé cette capacité où il nationaliste, a oublié cette capacité nationaliste. Et donc il est en train de buter. Alors ça, c'est le côté politique ou géopolitique. Sur le côté économique, 20 ans après la chute de l'URSS, Ali el-Harishi, la Russie est un pays à économie libérale, a opté pour le choix libéral. En 98, je pense, elle a adhéré au fameux G7 qui était devenu G8, et ça a duré comme ça pendant des années. Et puis en 2014, après l'annexion de la Crimée, donc par la Russie de Poutine, il a été exclu du G7. Alors, où c'est que ça a foiré, pour dire les choses telles qu'elles sont? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'il y avait quand même une prospérité partagée qui était là, qui se passait bien. En fait, on ne peut pas séparer entre l'économique, le politique, le diplomatique. Les États, je reviendrai toujours à citer Machiavel, qui dit que les États sont des monstres froids, qui n'ont ni amis ni ennemis, ils ont seulement des intérêts à défendre. Échangeants. Voilà. Des intérêts changeants. Oui. C'est de part et d'autre. C'est la théorie réaliste et même néo-réaliste après qui s'inscrit dans ce sens-là. Et pour le président Poutine, l'Ukraine est une ligne rouge, vous l'avez dit, c'est une zone tampon à ne pas toucher. Donc, pour lui, s'il perd l'Ukraine, pas il perd l'Ukraine en tant qu'État, mais c'est un État indépendant, s'il perd cette zone d'influence, tout peut basculer pour lui, économiquement. D'autant plus qu'il faut dire que la Russie s'est construite sur autre chose. Oui, je ne suis plus avec vous au G7, mais moi, vous dépendez de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe... 40%, grosso modo, globalement, 40% de dépendance à l'énergie russe, au gaz russe. Vous dépendez de l'énergie, c'est-à-dire qui vient de la Russie, que ce soit du pétrole ou que ce soit du gaz. L'Allemagne, elle dépend à presque 55%. L'Autriche à 100%. L'Italie, je pense, avec le pétrole, presque 80 ou 90%. Ce sont des chiffres. La Slovaquie. Donc, lui, il a cet instrument de puissance. Parce que maintenant, avant, quand on parlait de puissance, il fallait avoir toutes les capacités ou les capabilities. Maintenant, on peut avoir 2-3 capacités ou instruments de puissance, que ce soit militaire, économique ou autre. Il a cet instrument de puissance et cette dépendance. Et il n'y a pas d'alternative sur le court terme. Même le moyen, d'ailleurs. Donc, si on voit ce qui se passe, l'Allemagne, bon, après, voilà, je vois le gazoduc, donc c'est un peu cela, c'est le Nord Stream 2. C'est le gazoduc qui relie directement la Russie du côté Saint-Pétersbourg jusqu'en Allemagne. Qui va par la mer Baltique. Donc, voilà, donc, parce qu'il y a le Nord Stream 1 qui fait 55 milliards de cubes de gaz qui passe directement à l'Allemagne. Et qui passe par l'Ukraine. Non, le Nord Stream 1. Non, il passe par l'Ukraine. Par la Baltique. Le Nord Stream 2, le doublage. Voilà, donc il y a un qui passe par l'Ukraine. Voilà. C'est pas le Nord Stream 1. Il est à capacité. Bon, l'Ukraine, elle prend comme transit 1,5 milliard de dollars par an sur ce passage. Mais il y a un Nord Stream 1 qui passe par la mer Baltique et un Nord Stream 2 qui est achevé, qui allait rentrer en fonction. Au mois de février, c'est-à-dire ce mois de février. Il est parallèle au Nord Stream 1, qui est le double. Bon, j'ai une carte. Et il y a un autre qui passe par la Biélorussie. Si vous avez une carte, je ne sais pas si vous pouvez zoomer si on peut zoomer sur la carte. Donc, je ne sais pas si... Allez-y, continuez. Donc, il y a un qui passe par la Biélorussie et la Pologne, parce que la Pologne était contre ce Nord Stream 2, parce qu'elle aussi, elle reçoit donc pour le transit par ces terres. Et il y a un autre qui va vers l'Europe du Sud, c'est le comment ça s'appelle, le Turk Stream, en dehors de celui qui va vers la Chine. Donc cette dépendance de l'Europe énergétiquement aujourd'hui de la Russie fait que Poutine utilise cet instrument. Mieux encore, pour lui, l'Allemagne qui est la plus grande puissance européenne. La France, il dépend de 19%. Mais sans oublier, ça c'est la guerre énergétique, sans oublier que... Non, on va arriver tout à l'heure à cette question européenne, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il n'est pas resté dans ce... Enfin, pourquoi il s'est passé tout ce qui s'est passé? Pourquoi les Européens, les Occidentaux n'ont pas vu venir tout ça?
C'est pourtant évident. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas vu venir. Il y a des intérêts changeants, comme vous dites. Voilà. Il y a des intérêts de part et d'autre. Donc, il y a d'autres partenariats qu'il faut respecter. Alors, si vous me permettez, vous avez un commentaire, colonel? Non, mais c'est ce que disait Ali est juste. Et c'est ça qui fait un peu le tendon d'Achille de l'Europe. Dépendant de l'énergie, là, vous savez que globalement, la manne pétrolière et gazière, c'est 700 à 800 millions de dollars jour. Et donc le dilemme européen à la Russie, est instantanément. Et le dilemme, c'est que là, on participe à l'effort de guerre russe. Ça n'a pas été bloqué dans les sanctions SWIFT. Non. Le SWIFT, il est partiel aussi. Oui, ils ont bloqué certaines banques. Ils ont dit certaines banques. Voilà. C'est-à-dire les banques qui se font payer le gaz russe, voilà. Elles reçoivent toujours l'argent. Et là, évidemment, l'Europe a retrouvé son unité avec quelques petits détails qui resteraient peut-être à régler, sauf que aussi l'OTAN a pris conscience qu'il faut rester soudé parce qu'à un moment donné, comme disait le président français, elle était en mort cérébrale. Là, je pense que c'est le réveil des deux a fait Alors, on va parler tout à l'heure des débuts de guerre, colonel Saoud, mais avant, Ali Halichi, je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est passé à l'ONU. Donc, il y a eu une tentative de résolution au niveau du Conseil de sécurité qui n'est pas passée pour question de possibilité de veto russe, on imagine bien. Et puis, il y a eu un vote à l'Assemblée générale. Qu'est-ce qui s'est passé? Un vote de condamnation de l'attaque russe? Oui, donc sur la base du paragraphe 4 de l'article 2 donc, des Nations Unies, il y a eu, voilà, donc on voit la condamnation de cette... puisqu'il est parti dans un État qui est indépendant. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 141 États qui ont voté pour donc, la condamnation, 5 États vont voter contre dans la Russie, et puis il y a eu des abstentions, donc là on voit 34 États. Oui, c'était 35. Bon, c'est 34, donc selon... Et puis, il y a 12 États qui n'ont pas voté. Bon, dans le Maroc, et je pense que c'est une position... Qui n'ont pas assisté. Non, qui n'ont pas participé au vote. Qui n'ont pas participé au vote. Ils peuvent être là sans participer. Ils ne se sont ni abstenus, ni contre. Et je pense que c'est une position courageuse et une position très importante de neutralité du Maroc. Le Maroc, d'abord, il a condamné dans 2 déclarations. La déclaration, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères, au début, au mois de février, c'est-à-dire juste après l'attaque. Après l'attaque, il a déclaré, et le Maroc se réfère au droit international. Et donc, il est clair, le Maroc, il est clair dans sa position. La résolution pacifique des c'est-à-dire la résolution par le droit international, le respect de la souveraineté des États. L'intégrité et la souveraineté des États. Et il n'a pas participé dans ce vote-là. C'est une position très, très sage et qui témoigne que le Maroc, qui devient aujourd'hui une puissance émergente dans son environnement, qui a des relations régionales, effectivement, et qui a des relations, des partenariats avec les États du monde. Et bien sûr, on l'a vu pendant ces 2 dernières années, le Maroc, ses positions se sont affirmées, confirmées comme étant une puissance régionale face même à des partenaires traditionnels, donc comme la France, comme l'Espagne, comme l'Allemagne. Donc les positions du Maroc sont toujours des positions où il respecte le droit international, il se fait respecter en tant que puissance émergente régionale et il ne badine pas sur ses droits. Donc c'est très bien. Donc la position est. Ça a été expliqué dans un deuxième communiqué où il parle qu'il n'y a pas de désalignement. Non, il n'y a pas de. Il y a tout simplement une neutralité. C'est une neutralité, c'est une position très sage et il faut avoir le courage de le faire. Parce que ceux qui soutenaient la Russie, donc si on parle de nos voisins de l'Est, ben, ils se sont abstenus. Et l'abstention ne veut pas dire condamnation. Bon, c'est une abstention. On peut la lire des 2 côtés. Dans ce vote en particulier, l'abstention était une manière de soutenir la condamnation sans le dire explicitement. C'est ce qui a été expliqué par certains diplomates onusiens. Oui, soutenir la condamnation, je veux bien, mais aller vers le courage, parce que notre voisin de l'Est est un partenaire de la Russie, il le déclare, il le clame, il achète des armes de la Russie, ben, il n'est pas allé avec les 5. Il devait être normalement... Il aurait eu le courage de faire c'est-à-dire aller dans toutes les positions. Il attend son intérêt, il attend de pouvoir remplacer la Russie au niveau de la fourniture de gaz. Il ne pourra pas, les Algériens ne pourront pas, n'ont pas la structure qu'il faut, leur consommation est augmentée, mais bon, ben, ils attendent quelque part de prendre quelques
Quelques miettes du gâteau européen en matière énergétique. Bon, chacun, il défend ses intérêts. Voilà. Il défend C'est ses normal. intérêts, c'est normal. Mais la position du Maroc est une position courageuse avec tous les partenariats que nous avons avec les États, avec l'Occident, c'est-à-dire on prend la position diplomatiquement pour les intérêts du Maroc. Très bien. Alors, on va passer directement à la guerre maintenant en elle-même, à proprement dite. Juste dans quelques minutes, Colonel Saoud, je voudrais que vous nous parliez de ces buts de guerre dont vous avez commencé à parler pour comprendre un peu ce qui se passe. On va mettre la carte et on va voir ça. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. Rebonjour, on démarre la deuxième partie du débrief consacré cette semaine à la guerre en Ukraine. Avec nous pour en parler, Ali El-Harichi, doyen de l'Institut de sciences politiques à l'Université Mondiapolis, et Hassan Saoud, officier supérieur en retraite de la gendarmerie royale et expert en sécurité et en stratégie. Juste avant la pause, colonel Saoud, excusez-moi, je vous posais la question question simple. Quels sont les buts de guerre de Vladimir Poutine, des Russes? Quels sont les buts de guerre? Est-ce qu'on peut avoir la carte, s'il vous plaît? Vous savez, en l'espèce, nous avons des buts imbriqués. Vous avez des géopolitiques, vous avez évidemment des géostratégiques, vous avez de l'économique et vous avez aussi un mélange de religieux, de culture, etc. Je veux dire par là que le président russe, au moment où il était au pouvoir, il s'est inscrit comme d'abord le défenseur des Slaves, qui font à peu près 91 millions dans le monde. Il est aussi le défenseur des chrétiens orthodoxes. Et il est évidemment un lecteur de l'histoire de l'Empire. Et donc, il a décidé d'opérer un regain d'influence. Regain d'influence, pour avoir cette influence, il sait qu'il n'y a pas d'influence sans puissance. Et donc, c'est toute une géopolitique de l'industrie de défense qu'il a développée, un complexe militaro-industriel très performant. Il est la deuxième puissance militaire dans le monde et il est dans le top 5 des exportateurs d'armes. Faut-il le souligner? Première puissance nucléaire, il a plus d'ogives de tête que les Américains. Première puissance nucléaire qui dépasse de peu, évidemment, les États-Unis. Pour ce qui est de la péninsule de Crimée, vous avez là un but géopolitique et géostratégique. D'abord, et ça lui permet d'accéder à ce qu'on appelle la mer chaude. Oui. Ça vous permet de manœuvrer en tout temps. Mais c'est aussi... Donc à travers la péninsule de Crimée, il descend sur la mer Noire, il passe par le Bosphore, il est en Méditerranée. Donc en Méditerranée. Il est en Méditerranée. Et la mer Rouge. Et la mer Rouge, l'océan Atlantique, si vous voulez. D'accord. Et c'est ça ce qu'on appelle l'accès à la mer mondiale ou à la mer globale. Et ça permet aussi, si toutefois il prend la zone de la mer d'Azov, évidemment d'encercler l'Ukraine complètement. L'Ukraine deviendra une enclave. Il n'aura plus d'accès à la mer. Il n'a pas de... C'est-à-dire que là maintenant, aujourd'hui, selon les informations, tout ce qui est au nord-est de la Crimée, donc ça rejoint le Donbass, la mer d'Azov, là qu'on voit à l'est de la Crimée. Et là, il est en train de partir vers Odessa, qui est à gauche, qui est à l'ouest de la Crimée. Oui, mais qui a aussi qui a cet accès... Il donne l'accès de l'Ukraine à la mer. C'est le plus grand port avec Mariupol, mais c'est surtout Odessa, qui est un port historique, qui est une ville historique. Je rappelle que la base de Tartouse dépend du commandement de la mer Noire. Il faut le souligner. Tous les ordres qui vont à Tartouse et à Hmeimim partent de là. Donc vous avez cet accès-là. Pour ce qui est de l'Ukraine, j'imagine que économiquement, cette partie-là est quand même une partie du grenier ukrainien. Le Donbass est un grenier aussi. Donc pour les exportations du blé, par exemple, parce que l'Ukraine est un grand exportateur de matières premières très importante,
dans les top 4 à 10. Et vous avez là aussi un problème, c'est que la Géorgie est à côté. La Géorgie est à côté. Et la Géorgie aussi veut rejoindre l'OTAN. Et du côté de l'Estonie et de la Lettonie et de la Lituanie, vous avez des pays baltes qui sont déjà en Europe, qui ont la tête ailleurs. Vous avez la Pologne qui est voisine et vous avez la Roumanie où il y a une petite enclave de Transnistrie qui gêne. La Moldavie. En Moldavie, absolument. Et vous savez, s'il veut prendre Odessa, la Moldavie, la Transnistrie donnera un coup de main et c'est à côté. Elle est à quelques dizaines de kilomètres. Voilà. Donc c'est un projet où la Russie, grosso modo, veut être incontournable dans les affaires du monde. Je suis là, je suis puissant militairement, j'ai des prolongements dans mon ancienne URSS, songez aussi à la Serbie, on ne sait pas ce qui va se passer après, et donc je veux reprendre ma place sur l'échiquier international et je veux inventer un nouvel ordre mondial. Alors cet ordre mondial, on reste là-dessus, donc la réalité militaire, la situation militaire, vous l'avez expliqué, les objectifs et les buts de guerre, apparemment aussi, il semblerait selon certains géostratèges que la question de Kiev et du nord de l'Ukraine est une espèce de leurre, est une espèce de manière à négocier le sud et surtout la Crimée et la mer d'Azov. Donc on verra dans les semaines qui suivent, mais quand on dit une guerre totale, ça n'implique pas que la guerre militaire, il y a aussi toutes les autres facettes de guerre. Alors on assiste maintenant à une guerre classique, comme expliquait le colonel, avec des avancées de blindés, des parachutages de troupes aéroportées, enfin des tirs au canon, la guerre classique. Mais il y a à côté tout ce qui est économique, tout ce qui est information, tout ce qui est cyber, tout ce qui est, toutes les guerres parallèles. On en est où maintenant? Parce qu'effectivement, avec ça, la Russie a déclenché une guerre globale. Et elle a des armes aussi à part les tanks. Alors comment ça se passe? Et quelles sont les positions des Européens aussi par rapport à ça, des Occidentaux? Bon, par rapport à cette guerre-là que nous sommes en train d'analyser, nous avons vu que l'Occident, il s'est limité à faire des sanctions économiques. Il n'y a pas eu, c'est-à-dire une participation avec des militaires, que ce soit par l'OTAN, que ce soit par les pays... Ça a été dit dès le départ par Joe Biden. C'est très clair, mais au début, le président ukrainien croyait qu'il allait être épaulé, assisté, si la Russie prenait cette... le président Poutine allait le faire. Il l'a fait, il y est. Maintenant, la guerre économique, les sanctions économiques, ils sont là depuis une dizaine d'années. Absolument. Hein? Absolument. Et ça n'a pas du tout diminué cette ardeur ou cette envie d'aller plus loin. Je pourrais encore citer Machiavel qui disait pour les conquêtes, c'est-à-dire les États élargissent leur territoire, soit par la ruse, la diplomatie, soit par la force, donc tout ce qui est pouvoir pour les militaires. Donc, ce qu'il est en train de faire, il joue aux échecs, c'est un jeu d'échecs. Quand on parle d'échiquier politique mondial, il joue aux échecs et il joue sur plusieurs, on va dire, territoires ou sur plusieurs régions. Il n'y a pas que la guerre ne se passe pas, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est locale, mais tout ce qui se passe, elle est sur le plan international. Parce que la Russie, elle a intervenu en Syrie, aussi à cause d'un gazoduc qui devait passer par la Syrie, si vous vous rappelez de 2014. Aujourd'hui, on parle de Russie qui est présente par les forces Wagner en Afrique. Donc, elle essaye de jouer sur plusieurs places, sur plusieurs régions. Maintenant, revenons aux sanctions économiques. Ces sanctions, aujourd'hui, comme on l'a dit, mais ils reviennent en faveur de la Russie, étant donné qu'ils sont payés, la Russie elle est payée pour son gaz, et d'autant plus que le prix du gaz a augmenté. Le prix du gaz il est en train de doubler, le baril, du gaz ou du pétrole. Il a dépassé, je pense, il est aux environs de 140. Oui. Ça fait 10 ans que nous n'avons pas vu ça. C'est un nouveau choc pétrolier. C'est le choc ça nous rappelle 1973. C'est un nouveau choc. Sans compter les céréales, sans compter... Maintenant, je reviens aux céréales. La Russie, elle exporte
avec l'Ukraine, bon, la Russie a elle seule 5% des céréales au monde. L'Ukraine aussi, c'est un grenier du blé. Et le prix du blé, il est en train de doubler. Donc, c'est en faveur de la Russie aussi. Sans oublier une autre chose, je ne sais pas si, pour ne pas... on a vu en Espagne les gens qui vont aller chercher de l'huile de table. L'huile de tournesol, c'est presque 32% sur le plan mondial que la Russie exporte. Alors là, c'est l'huile de tournesol, c'est l'huile de table que nous consommons. Donc la Russie, il joue sur cela et économiquement, elle est en train de gagner. Enfin, il y a des sanctions, mais ces sanctions, quand même, comme il a dit le colonel Saoud tout à l'heure, ces sanctions, plutôt, ils participent à l'économie de guerre en aidant la Russie, dans un sens. Il y a eu quand même le système SWIFT qui a été partiellement bloqué. Et on a oublié qu'il y a d'autres alternatives pour la Russie, parce que la Chine, on ne parle pas de la Chine, qui est en train de regarder, et que c'est en sa faveur, finalement, cette guerre, plus ou moins, entre l'Occident, parce que ça va... Je pense qu'il y aura des inflexions, il y aura des fléchissements de part et d'autre, et ils vont arriver à une solution. En tout cas, le président Poutine a dit il y a 2 jours ou 3, il a dit le plus sereinement du monde que la Russie respecte scrupuleusement ses engagements et ses livraisons. Il semble pas avoir été... Il a baissé le temps par rapport au régime ukrainien. Il ne demande plus le changement du régime ukrainien. Et aujourd'hui, il y a d'autres pays qui interviennent. Il y a la Turquie, il y a Israël, donc il y a d'autres pays qui prennent la place de l'Europe dans les négociations. Donc c'est un jeu mondial et tout le monde, parce que comme il a dit notre colonel tout à l'heure, en parlant de la mer, il va passer à la Méditerranée, là il y a la Turquie, donc c'est les intérêts de tout le monde. Chacun, il cherche à préserver ses intérêts, qu'elles soient économiques, qu'elles soient géopolitiques, géostratégiques aussi. Absolument. C'est que pour Poutine, ces dernières années, il est devenu un acteur incontournable dans le règlement des conflits. 2015, la ligne rouge de Barack Obama a été dépassée. Il n'est pas intervenu, il est passé par le Congrès. Il a rétabli un dictateur en Syrie. Il ne faut pas oublier, tout dernièrement, la Biélorussie, au moment où il y avait des contestations, c'est les renforts russes qui ont permis de rétablir l'ordre. Au Kazakhstan également. Aussi. Oui. Il y a actuellement une force d'interposition entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, il sait qu'il est un acteur géopolitique. Sans compter l'Afrique, où il est de plus en plus présent. Évidemment, il est présent en Méditerranée. Donc, il veut ce rôle-là et ne peut jouer ce rôle-là que si les autres révisent leur logiciel pour permettre à la Russie de jouer un rôle géopolitique. Alors, on parlera de ça justement parce qu'il y a une intervention très intéressante du président Macron sur ça. On en parlera tout à l'heure, mais avant, je voudrais revenir avec vous, colonel, sur l'aspect militaire. Malgré cette puissance absolument extraordinaire de l'armée russe, en absolu ou relativement par rapport à l'armée ukrainienne, on a l'impression que cette armée, enfin que cette offensive marque le pas. On en parlait tout à l'heure de la résistance ukrainienne, d'une résistance absolument farouche, mais est-ce qu'elle marque véritablement le pas ou alors ça fait partie d'une stratégie d'y aller doucement? Je vais vous dire les deux, mon colonel. C'est vous le colonel. Il y a certainement une mauvaise évaluation des capacités ukrainiennes en termes de résistance. Par les Russes, d'accord. Oui. Et il y a une mauvaise évaluation du temps. Parce qu'on se croyait, on était parti pour une guerre éclair. 48 heures, 3 jours, selon Comme les ça avait été le cas en Géorgie il y a 15 ans. Absolument. Et on était parti pour être reçus à bras ouverts par toute la russophonie qu'il y a en Ukraine. Là, visiblement, ce n'est pas le cas. Et selon certains renseignements, il y aurait des dissensions entre le FSB, l'ex-KGB, et le GRU, le renseignement militaire, au sujet de ces responsabilités. Qui a failli. Donc ça, c'est évidemment à revérifier. Mais en tout état de cause, une armée comme celle-là n'est pas faite pour faire de la guerre urbaine. Parce que, vous savez, entre l'assiégeant, l'assaillant et l'assiégé, il y a des experts qui parlent de 1 pour 20.
20 assaillants pour un assiégé. assiégé, et c'est pas facile. Ils ont la suprématie aérienne, je n'en parle pas, elle est russe à 100%. La destruction des aéroports militaires, l'incapacité des avions de voler, ça, il est réglé. Mais l'antiaérien continue et les drones, notamment turcs, s'il vous plaît, et des drones fabrication ukrainienne sont en train de faire beaucoup de dégâts, surtout sur des objectifs. Tous les missiles qui ont été les missiles Stinger et les Javelin sont performants et semble-t-il, le renfort en armement européen est arrivé. Semble-t-il, maintenant, il y a 2 jours quand même, Poutine ou Lavrov, il me semble que c'était Sergei Lavrov, qui avait assimilé ces livraisons d'armes sophistiquées occidentales aux Ukrainiens comme une déclaration de guerre. Ou un casus belli, au moins. De la co-belligérance. C'était pas pour ça la co-belligérance, c'était pour la zone d'exclusion aérienne, je pense. Oui, mais la co-belligérance, ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas de l'attribution d'un pays de déterminer le caractère co-belligérant. Bon, ça, c'est un autre débat. D'accord. Mais là, ils sont en train de buter, justement. Je vous dis que la seule ville qui a été prise de l'aveu même des Ukrainiens, c'est Kherson. Le reste résiste. Kharkiv, qui est à la frontière et qui est russophone en totalité, résiste. Mariupol résiste. Et la météo n'aidant pas, vous avez vu des blindés qui font la guerre et qui prennent les routes. Ça, c'est du jamais vu parce qu'ils savent que le temps ne le permet pas et puis le terrain est boueux et ils ont aussi des problèmes de logistique, des problèmes d'approvisionnement en carburant parce que ils ont tablé sur un temps court. Voilà un peu, mais ça risque dur. L'encerclement de la capitale, il est en train de se faire. On suivra et je sais qu'il y a une résistance très importante. Au niveau de la symbolique, évidemment, je pense que la Russie, même s'il déclare ne pas vouloir enlever le président Zelensky, leur objectif politique, c'est de mettre un gouvernement au moins russo-compatible. Oui, d'accord. Et c'est un euphémisme de ma part. Oui. Non, mais c'est un bon c'est la bonne expression, russo-compatible, russophile. On peut comprendre de manière à changer avec Zelensky, qui lui était clairement russophobe, pas dans la culture, mais dans la politique, dit-il lui-même. Alors, et qui s'est avéré, c'est Aziz, un chef de guerre incontestable. Zelensky. Il est là. Ah oui, il a résisté. Il fait son travail de chef d'État. Mais c'est sa jeunesse aussi, son passé d'acteur et tout ça. Il s'est avéré être... Il a su parler au Parlement, aux mondiaux, il a su faire le travail. Très bonne communication et très bonne résistance. Je pense qu'il est capable de galvaniser. Il faudrait peut-être un jour faire une émission spécialement sur ça. Les communications occidentales, comment elles sont faites. Absolument. On va dire qu'elles sont bonnes, qu'elles ne sont pas bonnes. On n'est pas là pour juger, mais pour dire comment elles sont. La communication ukrainienne, avec donc Zelensky qui apparaît dans des situations absolument incroyables. Et puis la communication du Kremlin, qui est aussi assez spectaculaire. Absolument. Lui, ce serait intéressant de faire là-dessus. Alors quand on parle de guerre, Ali El-Harichi, on n'en parle pas assez, mais il y a les drames humains. Donc, parmi les motifs, vous y avez fait allusion tous les deux tout à l'heure, c'est que les Russes reprochent aux Ukrainiens d'avoir pratiquement commencé une guerre génocidaire, enfin c'est ce qu'ils disent, contre le Donbass. Donc il y a eu pendant 8 ans, pendant 7 ans, et les Ukrainiens, certains ont même reconnu ça eux-mêmes. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont les 3 millions ou un peu plus de réfugiés qui sont des familles, enfin des images qu'on a pu voir avec les Syriens, avec les Afghans, avec les Irakiens, avec les Yéménites, on a vu tout ça. Et ça continue. Plus se déplacer interne, on en est où? Est-ce qu'il faut s'attendre véritablement à une véritable crise humanitaire, malgré toutes les aides qui sont apportées? Est-ce que ça va encore continuer? Certains parlent de 5 millions. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, quand il y a une guerre, c'est une crise humanitaire. Parce que malheureusement, l'être humain, il est fait ainsi. Il est fait par la guerre entre les nations et la paix. Mais en général, comme disait Raymond Aron, les nations sont toujours en guerre. Et les moments de paix ne sont que des moments de répit.
c'est malheureux. Et qui paye finalement? Ce sont les civils, ce sont les enfants, ce sont les êtres humains. C'est des drames qui se passent un peu partout dans le monde. Bon, aujourd'hui, c'est en Ukraine, c'est en Europe. Vous savez, l'Europe, il a connu la guerre tout le temps depuis des siècles. Ça fait 2000 ans, voire plus, depuis, qui sont... on va dire, depuis César. La guerre de 100 ans, et la guerre de 30 ans, et la guerre de chaque ceci. fois, c'est la guerre. Chaque fois, il y a peut-être au moment du 19e siècle où la paix a commencé à germer, et puis il y a eu des guerres. Et puis, le 19e, il a commencé par une guerre, il a fini par une guerre aussi. Oui, le 20e aussi, c'était malheureux, donc c'est les deux grandes guerres. Et maintenant, cette population qu'on voit là sur les images, ça fait mal, c'est normal. Bon, mais je pense que cette guerre-là ne va pas trop durer. Il y a deux options ou deux choses qui peuvent se passer. Parce que là, comme a dit Sissaoud, quand vous êtes face à des civils, parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu à la radio en venant qu'ils parlaient qu'ils étaient dans les faubourgs de Kiev, c'est-à-dire l'armée russe, elle a commencé. Donc, et tout le monde peut avoir des armes. Est-ce qu'on ne va pas parler donc là d'une guerre civile qui peut éclater à l'intérieur? En dehors, bon, la Russie se retire. Avec un appel à des combattants étrangers. Non, la Russie se retire, la guerre se termine et il va y avoir des problèmes entre les Ukrainiens eux-mêmes. Entre les Ukrainiens, les russophiles, les russophobes, les Ukrainiens. Bon, vous avez parlé pendant 8 ans ce qui s'est passé dans cette région. Mais ce malheur-là, j'espère que cette guerre va se terminer parce que une guerre, c'est quelque chose de pas bien, en fait. Atroce. Parce que c'est atroce, c'est des enfants, c'est des gens qui n'ont rien demandé, qui veulent vivre. J'espère que ça va s'arrêter, et je pense que ça va s'arrêter, et maintenant, on va aller vers la diplomatie, vers la négociation. Vous voyez, l'échiquier politique, il est là. Chacun, il a placé jusqu'au bout, quel bout il peut arriver, et il va y avoir des concessions, peut-être de part et d'autre. Surtout, peut-être sur cette zone-là du Donbass qui va être carrément déclarée comme État indépendant ou je ne sais quoi. C'est ce qu'il a fait, la Russie, déjà. Mais la reconnaissance des Nations Unies, ça va probablement, vous savez déjà pour le... Donc, dans votre idée, Al-Harichi, c'est que la guerre va s'arrêter. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la politique par d'autres moyens, comme dirait Clausewitz, pendant une petite période de 3 semaines. Autrement, une politique autrement, avant de revenir à la diplomatie classique. Et la Russie va laisser un peu... Avec quand même quelques milliers de morts. C'est malheureux, c'est la guerre. C'est que le président Poutine, il fait dans le Bismarck. Oui. Bismarck disait que... Chancelier allemand. Oui, la guerre sans armes, c'est comme un orchestre, c'est comme une musique sans instrument. Et évidemment, vous discutez à partir d'un seuil de positionnement par rapport à la négociation. Je pense qu'il ne va pas négocier maintenant. Moi, je le pense. Il attendra l'issue. Serait-il en position de force pour négocier? C'est une autre affaire. Moi, je pense que ça va un peu tarder. Sur la question de Aziz, nous touchons au droit international humanitaire. Si vous avez des bombardements et des tirs d'artillerie indiscriminés, vous êtes dans le crime de guerre. Quand vous touchez des populations civiles, vous êtes dans le crime de guerre. Quand vous touchez des infrastructures sociales, culturelles, vous êtes dans le crime contre l'humanité qui est prévu par le droit de la guerre et ce qu'on appelle justement aujourd'hui le droit international humanitaire. L'affaire est entre les mains de la Cour pénale internationale, on verra. Mais en tout cas, comme vous l'avez dit, c'est un drame humain. Des réfugiés qui vont aller d'Ukraine jusqu'au fin fond de l'Europe. Il y en a qui sont allés plutôt à l'ouest. Là, aujourd'hui, il est bombardé. La partie ouest est bombardée. Mais je pense qu'on en est encore pour un bon bout de temps, parce que les choses étant très complexifiées. Donc, Vladimir Poutine n'a pas encore atteint ses buts de guerre, ses objectifs de guerre. Il avait clairement dit « J'atteindrai mes objectifs, soit par la guerre, soit par la négociation ». Et c'est du Poutine. Il fait ce qu'il dit. Il nous reste une minute, un dernier mot, Al-Harichi.
Moi, j'espère que cette guerre prendra fin le plus rapidement possible et qu'ils arrivent à la négociation et qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Parce que s'il n'y a pas de concession, ça va être ad vitam aeternam. Donc, ça dure depuis 2014, si vous voulez. Maintenant, c'est une guerre où la Russie est entrée en Ukraine. J'espère que ça va se terminer quand on voit cette foule humaine qui est en train de courir, ces enfants, et que ça s'arrête, et de négocier et faire des concessions de part et d'autre, et qu'il n'y aurait ni perdants ni gagnants. Bon, certainement, des civils et des personnes ont été... Sauf que maintenant, si vous me permettez, dernier point, est-ce que la Russie a gagné la population ukrainienne? J'en doute fort. Ça reste la grande question. Nous reviendrons bien entendu sur ce conflit ukrainien selon toutes ses facettes et puis au niveau information, au niveau analyse. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Medi 1 TV. À la semaine prochaine.